Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition du 48-7. Aujourd'hui, je reçois Malika Benbarek de Performance RH. Bonjour Malika. Bonjour Gilles. Est-ce que tu peux te présenter Malika ? Oui, je suis Malika Benbarek, je suis la directrice et fondatrice du cabinet Performance RH. C'est un cabinet conseil en solutions RH, recrutement, formation, accompagnement des managers et également organisme de formation certifié Calliope, et nous proposons également la réalisation de bilans de compétences. Et nous sommes sur Mulhouse. Merci beaucoup. Alors Malika, aujourd'hui on va parler de formation. On entend parler de CPF, d'apprentissage, de CDD reconversion. Pourquoi a-t-on l'impression que la formation professionnelle devient illisible ? La formation professionnelle est un secteur d'activité qui a connu de gros bouleversements. Et c'est vrai que depuis 2018, c'est un bouleversement sans fin. La preuve en est, c'est que l'année dernière, fin d'année, en mois de décembre, la formation a été beaucoup chahutée. Il y a eu énormément de décrets, il y a eu énormément de transformations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le système, il peut paraître de plus en plus complexe pour les chefs d'entreprise. Mais en réalité, il est plus structuré, il est davantage contrôlé. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai qu'il est aussi plus digitalisé et c'est vrai que ça peut donner l'impression d'un millefeuille et d'une illisibilité pour les chefs d'entreprise. Est-ce que le système est réellement plus complexe ou est-ce une question de perception ? Les deux. Il est surtout plus normé, comme je le disais tout à l'heure, c'est effectivement une volonté du législateur de normer le secteur. On assiste à une régulation qui se fait au niveau national, donc c'est vrai que on est quand même dans un état centralisé. Et aujourd'hui, le sentiment que ça peut donner, c'est une hyper centralisation avec notamment une concentration au niveau de France Compétences et de l'application du compte personnel de formation. Mais en réalité, ce qui va surtout changer, ça va être les modalités de prise en charge et les modalités d'accès pour les entreprises, mais aussi et surtout pour les collaborateurs et les salariés. Et selon toi, quelle est l'erreur la plus fréquente des dirigeants face à la formation professionnelle ? L'erreur la plus fréquente, c'est de traiter la formation comme une obligation administrative plutôt que de voir la formation comme un levier stratégique. Et c'est vrai qu'on assiste malheureusement aujourd'hui encore à des pratiques de chefs d'entreprise qui voient la formation comme une obligation. Ils vont répondre aux attendus réglementaires, mais ils vont pas forcément intégrer la formation dans la stratégie business. Et beaucoup réagissent en réaction, soit la peur d'un contrôle, soit la peur d'un conflit avec un collaborateur, ou bien quand un talent quitte l'entreprise parce qu'il n'a pas été effectivement entendu dans ses aspirations et volontés d'évolution. Donc plutôt que de subir la formation, nous ce qu'on propose c'est de pouvoir l'anticiper et de l'intégrer à la stratégie business. Ok. Du coup, dans ce contexte, est-ce que tu peux nous expliquer alors simplement les grandes différences qu'il y a entre apprentissage, CDD reconversion, CPF et entretien professionnel obligatoire ? Avec plaisir. C'est vrai que c'est un jargon qui peut donner le tournis, mais quand on regarde de plus près, on voit que chaque dispositif répond à un besoin particulier. L'apprentissage, c'est un contrat d'alternance qui vise un diplôme ou un titre qui est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. C'est un contrat de travail qui est tripartite entre un centre de formation des apprentis, un alternant et une entreprise. Tout le monde connaît, peu ou prou, dans son entourage, une situation d'apprentissage. La période de reconversion, c'est une nouveauté depuis le 24 octobre 2025 et c'est en fait la création d'un nouveau CDD qui permet aux collaborateurs d'expérimenter, d'aller dans une autre entreprise et de découvrir un nouveau métier, de se former à ce nouveau métier, avec la possibilité soit de rester dans l'entreprise qui l'a accueilli pendant le temps de la formation, ou alors de retourner dans son entreprise initiale
pour poursuivre sa carrière au sein de celle-ci. Donc là, c'est véritablement une nouveauté et c'est un vrai levier. Et je pense que les entreprises auraient tout intérêt à se saisir de ce nouveau dispositif, entreprises qui peuvent être concernées par des difficultés économiques ou des besoins de réorganisation, mais aussi et surtout pour pouvoir répondre aux aspirations des collaborateurs, puisqu'aujourd'hui les collaborateurs sont vraiment sujets à vouloir évoluer dans leur carrière et pas uniquement au sein de l'organisation dans laquelle ils sont. CPF, compte personnel de formation, alors celui-là, il a été créé il y a maintenant quelques années, il a été modifié en 2018 et là, il vient encore une fois de subir une modification importante avec des plafonnements, mais c'est trop technique et je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, c'est vraiment à travers l'application et le compte CPF que les salariés peuvent choisir la formation qui leur convient, formations qui sont inscrites et enregistrées, et elles peuvent être réalisées tout ou partie pendant le temps de travail, ou alors totalement en dehors du temps de travail. Entretien de parcours professionnel, aussi une grande nouveauté de cette fin d'année. Auparavant, les entretiens professionnels avaient lieu tous les 2 ans. Maintenant, ils auront une fréquence plus étendue, tous les 4 ans, mais un entretien qui devra être réalisé lors de la première année de l'embauche. C'est un entretien qui ne porte pas sur les objectifs et sur les performances du collaborateur, mais qui va parler du devenir du collaborateur au sein de l'entreprise, mais aussi en externe, c'est-à-dire on va balayer avec lui les aspirations, les volontés de développement de carrière, la gestion des compétences et aussi et surtout le besoin en formation. Ok. Alors, tu as plus ou moins déjà amorcé cette réponse, mais il y a beaucoup d'entreprises qui confondent souvent entretien annuel et entretien professionnel. C'est quoi la différence fondamentale ? Alors, l'entretien de bilan annuel, beaucoup d'entreprises pensent qu'il est obligatoire. En réalité, il ne l'est absolument pas. Le Code du travail ne le prévoit pas. Et il porte sur les objectifs et sur les performances du collaborateur au sein de l'organisation. Ça permet de moduler notamment la rémunération et ça permet de voir si les objectifs sont atteints, alors que l'entretien de parcours professionnel nouvelle version, mais aussi l'entretien professionnel ancienne version, eux portent sur l'avenir, c'est-à-dire les compétences et l'évolution professionnelle et l'employabilité du collaborateur dans l'organisation, mais l'employabilité, elle se voit à un niveau beaucoup plus large, c'est-à-dire les compétences que le collaborateur a au sein de l'organisation, mais surtout sur le marché du travail de manière plus large. Et c'est quoi les risques pour une entreprise qui ne respecte pas ces obligations-là ? Alors, le fait de ne pas réaliser les entretiens professionnels, ça peut être lourd de conséquences pour les organisations, notamment pour les entreprises de plus de 50 collaborateurs, où elles peuvent être effectivement condamnées à devoir payer des dommages et intérêts aux salariés s'il intente une action devant le Conseil de prud'homme pour non-respect de l'obligation de formation, mais aussi un abondement de 3 000 € sur le compte du CPF du collaborateur qui aura effectivement démontré qu'il n'a pas bénéficié des entretiens professionnels tels qu'ils devaient être réalisés. Donc on voit que si on n'est pas proactif sur ces sujets-là, les conséquences financières peuvent être lourdes de conséquences, mais au-delà du risque financier et au-delà du risque prud'homal, ce qui est dommage, c'est déjà la démotivation, c'est le risque de turnover, c'est un coût sur la marque employeur et sur l'attractivité de l'entreprise de manière générale. D'accord. Et du coup, alors si on parle de CPF, est-ce que aujourd'hui le CPF est réellement un levier pour l'entreprise ou est-ce qu'il reste un outil individuel ? Alors, bien qu'il s'appelle compte personnel, je trouve que c'est un formidable levier pour les organisations. Et pour répondre à ta question, Gilles, moi je dirais que c'est les deux. On va avoir un plafonnement des formations, ce qui voudra dire que les salariés, bien qu'ils aient des crédits suffisants sur leur compte CPF, ils ne pourront pas financer totalement les formations et le reste à charge vont être conséquents. Donc ça devient un enjeu pour les entreprises de pouvoir combiner les financements du CPF avec leur plan de développement des compétences. Et donc, c'est là que le CPF devient stratégique s'il est intégré à une vision RH de l'entreprise et ce que je disais tout à l'heure, à la vision business de l'entreprise. Alors, merci Malika pour ces éclaircissements. Une autre question.
Comment une PME peut-elle transformer ces dispositifs en outils stratégiques de recrutement ou de fidélisation ? Alors, tout d'abord en les maîtrisant. Et c'est vrai que pour un chef d'entreprise qui a, permets-moi l'expression, le nez dans le guidon, c'est compliqué de pouvoir jongler et de voir quel serait le dispositif le plus adapté. Je pense qu'en combinant les dispositifs, ça peut être tout à fait pertinent. L'apprentissage, aujourd'hui, ça reste un moyen de former un collaborateur et donc de l'acculturer à son entreprise, de lui faire développer ses compétences et pourquoi pas ensuite de pouvoir le garder au sein de l'organisation. Donc ça évite de devoir recruter une personne à l'issue du contrat d'apprentissage. La reconversion interne, ce fameux CDD qui est nouveau, à mon sens, il est une véritable opportunité pour répondre aux besoins de certaines entreprises qui ont des tensions sur le recrutement et de pouvoir former les collaborateurs directement en situation de travail. Et le CPF, comme je le disais tout à l'heure, avec des cofinancements, vous allez forcément agir sur le levier de la motivation de vos collaborateurs puisqu'ils vont pouvoir se former tout en étant dans l'entreprise et en ayant bénéficié d'un cofinancement de l'organisation. D'accord. Du coup, l'apprentissage est-il adapté uniquement aux grandes structures ? Absolument pas. Et c'est d'ailleurs les modifications qu'on a vues avec les derniers décrets qui sont sortis, puisque l'aide au poste aujourd'hui est réservée davantage aux entreprises de moins de 250 salariés. Donc il y a vraiment une volonté du législateur d'orienter les financements sur les petites et moyennes entreprises, bien qu'à 250 collaborateurs, on peut considérer qu'on est déjà une belle entreprise. Par contre, là où c'est très intéressant pour les petites et moyennes entreprises, c'est que l'apprentissage va permettre de transmettre les compétences, de transmettre la culture de l'entreprise et surtout de pouvoir fidéliser les salariés qui ont été en alternance au sein de l'organisation. Et donc c'est un gain pour l'entreprise, mais c'est aussi un gain pour le jeune. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation du marché du travail des jeunes, et notamment des jeunes alternants, est plus que préoccupante. Effectivement. Du coup, le CDD reconversion peut-il devenir un outil pour répondre aux tensions de recrutement ? Tout à fait, puisque les entreprises vont pouvoir former en situation de travail et donc vont pouvoir accompagner l'acquisition des compétences, travailler sur les habiletés des collaborateurs. Et les personnes qui seront en CDD, elles vont apprendre un nouveau métier, elles vont pouvoir se former, elles vont pouvoir allier la théorie et la pratique et être en situation de travail. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir mieux appréhender les contours d'un métier, d'un poste. Et donc, les entreprises, ensuite, elles auront des collaborateurs qui sont compétents, qui sont formés. Et bien sûr, ça aura un effet direct sur le recrutement. Et alors, comment intégrer la formation dans une vraie vision RH et pas simplement, pas comme une simple obligation administrative ? Alors, en réalisant tout d'abord un audit de ces obligations. Quelles sont mes obligations en matière de formation ? Où est-ce que j'en suis par rapport à la formation ou aux formations obligatoires ? Aujourd'hui, mon plan de développement de compétences, quelle est la répartition entre les formations obligatoires et celles qui ne le sont pas ? Réaliser une cartographie des compétences, ça me semble aujourd'hui indispensable. Et surtout, partir de la stratégie de l'entreprise. Quelles sont les orientations stratégiques de l'entreprise ? À l'échelle de 1 an, 2 ans, 3 ans, on va travailler sur une période de 3 ans et on va voir quelles sont les grandes orientations stratégiques. Est-ce qu'on a aujourd'hui les compétences en interne ? Quelles sont les compétences dont on a besoin ? Est-ce que nos métiers vont évoluer ? Donc il y a tout ce travail de diagnostic au préalable qui doit être réalisé par les chefs d'entreprise et qui doit être accompagné par soit le service des ressources humaines quand l'entreprise est dotée d'un service de ressources humaines, ou bien les entreprises peuvent faire appel à des cabinets externes pour se faire accompagner dans la démarche. Donc, entrepreneurs qui nous écoutent, je le rappelle, justement, une question qui se pose probablement souvent, quelle est la plus grosse erreur que tu vois sur le terrain ?
la plus grosse erreur, c'est de considérer la formation comme un coût et de ne pas le voir comme un investissement. Et c'est vrai que les entreprises ont tendance, malheureusement, à voir la formation comme un coût et à la traiter quand on a le temps. Et c'est vrai que dans la réalité du chef d'entreprise, le quand on a le temps, c'est pas souvent. Et c'est presque même jamais. C'est presque même jamais. Et c'est souvent quand on est rattrapé soit par son OPCO, soit par un salarié avec lequel ça se passe mal. Et l'idée, c'est d'être proactif sur la formation. Voir la formation non pas comme une contrainte, mais plutôt comme une véritable opportunité. Mais pour qu'elle devienne une opportunité, il faut qu'elle soit pilotée. Il faut réaliser ce diagnostic dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, il faut se fixer des objectifs clairs et les suivre avec des indicateurs de performance qui soient adaptés. Ok. On sait qu'il y a des contrôles. Est-ce que ces contrôles ont tendance à être plus fréquents aujourd'hui ? Alors, les contrôles vont devenir de plus en plus fréquents, puisqu'aujourd'hui, il y a une volonté claire qui est de contrôler les organisations, de contrôler les centres de formation, pour justement mieux accompagner les entreprises et faire en sorte aussi que il y ait moins d'abus, parce que il y a aussi cette réalité et je pense que c'est important qu'on puisse la verbaliser. Il y a eu un certain nombre de dérives de la part d'organismes de formation et aujourd'hui il y a une volonté de toilettage de toutes ces il y a une volonté de toilettage, je vais dire ça comme ça. Oui, il y a à boire et à manger aussi, ce démarchage téléphonique. Enfin, il y a un véritable business autour du CPF, ça on le sait tous, on a tous été approchés de près ou de loin. Les dirigeants sous-estiment-ils le risque financier lié aux obligations non respectées ? Oui. Je pense qu'ils ont une méconnaissance effectivement déjà de l'abondement de 3 000 euros, ce qui n'est pas négligeable puisque c'est 3 000 euros par collaborateur, et aussi et surtout des risques prud'homaux avec l'octroi de dommages et intérêts qui peuvent être très conséquents si le collaborateur n'a pas bénéficié de formation pendant un certain temps, qu'il a émis des souhaits de formation, que ces souhaits de formation n'ont pas forcément été entendus, et à l'inverse, des entreprises qui ont proposé à leurs collaborateurs de suivre des formations, mais que les collaborateurs ont refusé. Ça n'exonère pas la responsabilité de l'employeur qui est de veiller à l'obligation de formation. Du coup, si toi tu devais donner 3 actions prioritaires à une entreprise en 2026, ce seraient lesquelles ? Alors, les 3 actions prioritaires pour 2026, c'est premièrement sécuriser les entretiens de parcours. Ces fameux entretiens qui sont issus de la réforme du mois d'octobre 2025 dont je parlais tout à l'heure. Je pense que le fait qu'il y ait un nouveau dispositif, ça doit forcément attirer la vigilance des chefs d'entreprise et de se dire, ok, on remet les compteurs à zéro, on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, parce que ça peut arriver de ne pas le faire. Par contre, on se met d'équerre, si je peux me permettre cette expression, pour le nouveau dispositif, et on sécurise les entretiens de parcours et on se met en action déjà sur ce point-là. Le deuxième point, c'est identifier les compétences stratégiques. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est quelles sont les orientations de l'entreprise, quels sont les grands axes de la stratégie business. Est-ce qu'on va sur une fusion-acquisition? Est-ce qu'on va développer de nouveaux métiers? Est-ce qu'on va décrocher de nouveaux contrats qui vont nécessiter de nouvelles compétences? Et donc, on identifie clairement quelles sont les compétences dont on dispose aujourd'hui, quelles sont celles dont on aura besoin à l'échelle de 3 ans. Et ensuite, on aligne la formation et la stratégie de l'entreprise. On forme pour répondre aux besoins en compétences de notre organisation. Alors, je pense comme beaucoup d'entrepreneurs, on est un petit peu perdu au début. Par quoi est-ce qu'on commence ? Vérifier les obligations légales. Alors, tu vas peut-être penser que je suis trop juriste, Moi, mais je pense que c'est très important de déjà vérifier où on en est d'un point de vue légal.
qu'est-ce qu'on n'a pas fait et qu'est-ce qu'on va devoir faire. On va identifier nos postes clés et on va identifier les compétences clés et les compétences dont on a réellement besoin pour notre stratégie business. Et ensuite, on structure tout ça. Et pour structurer, on a la possibilité de se faire accompagner et de pouvoir, c'est des vrais métiers, je veux dire, l'accompagnement sur la formation, l'ingénierie pédagogique, pouvoir monter des formations qui répondent aux besoins et à des réels besoins de compétences, ça ne se décrète pas, et je peux comprendre que certains chefs d'entreprise voient ça comme une espèce de montagne qu'on n'arrive pas à grimper, et l'idée c'est justement de pouvoir accompagner les entreprises à pouvoir le faire, et de la meilleure manière. Est-ce que tu penses justement, toi, que la formation professionnelle va encore évoluer fortement dans les prochaines années ? Oui, ça va évoluer puisqu'on va assister à une raréfaction des moyens. Et donc, qui dit moins de moyens financiers, dit forcément des accès plus restreints et donc plus contrôlés. Et il va y avoir aussi, je pense, un tournant, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt sur l'achat de formation sous forme de dépenses. Et comme les moyens seront limités, les chefs d'entreprise vont aller rechercher l'impact. Quel est l'impact de la formation sur les collaborateurs ? Quel est l'impact de la formation sur ma productivité, sur mes performances ? Et de manière générale, les financeurs aussi, ils vont travailler davantage sur l'impact que procure la formation. Et donc le retour sur investissement. Ok. Alors, en résumé, un petit peu de tout ce qu'on s'est dit, la formation professionnelle aujourd'hui, contrainte ou opportunité ? Contrainte si elle est subie, et opportunité si elle est pilotée. Je crois que ça résume bien le tout. Alors, je vais finir avec une dernière question, Malika. Quel déclic devrait avoir un dirigeant qui nous écoute aujourd'hui ? Alors, si je peux résumer mon propos en 2 phrases, c'est comprendre que la formation n'est pas qu'une dépense, mais que c'est un investissement stratégique. Eh bien, écoutez, c'est une très belle phrase. Et je vais finir finalement en revenant sur Performance RH et sur toi. Donc, comment concrètement, toi, aujourd'hui, tu accompagnes les entrepreneurs dans leur démarche de formation ? Alors, moi, je les accompagne de plusieurs façons. Déjà, en réalisant un audit RH autour de leurs fameuses obligations dont je parlais tout à l'heure. On peut, à l'issue de cet audit, proposer un accompagnement sur la réalisation des entretiens de parcours professionnel, sur la formalisation du plan de formation, sur la recherche des formations, la recherche des financements, et on accompagne donc les entreprises sur l'ensemble des thématiques qui concernent la gestion de la formation au sein de leur organisation. Eh bien, écoutez, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup, Malika. Merci à toi. Vous retrouverez toutes les coordonnées de Performance RH de Malika en description et dans cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, n'avez plus d'excuses. Si vous voulez en savoir plus sur la formation, contactez Malika dès maintenant. Quant à moi, merci d'avoir écouté ce podcast. C'était le numéro 2 de 49.7. Ça fait beaucoup de chiffres. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine.